Et puis mes invités, Dumbi Fakoli, Lasconi, Gomboulou. Alors ce sont mes invités jusqu'à 12h, ainsi que Jean-Paul Gourovitch, qui va participer à ce débat puisqu'il connaît bien l'Afrique. Alors, qui sont ces Africains qui de plus en plus assument leur africanité au point de porter des prénoms africains, de se rebaptiser et même de baptiser leurs enfants avec des prénoms africains. J'ai souhaité inviter Monsieur Lasconi Gomboulou, puisque comme vous l'entendez, il assume tout cela. Dumbi Fakoli également, et puis bien d'autres. Donc si vous souhaitez réagir, c'est l'occasion. Et puis cette émission, on la doit également à une femme, une mère de famille, Marceline Doisy, qui a publié 2 livres. Donc le premier qui nous concerne, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la diversité des prénoms originaux du siècle. C'est vrai que c'est important quand une maman attend un bébé, ils se disent alors comment notre enfant va s'appeler. C'est important. Marceline Doisy est avec nous au téléphone. Et puis une petite anecdote, on a vu des films comme Dallas changer totalement notre façon de donner des noms à nos enfants. Ces héros comme JR, Sue Ellen et compagnie, eh bien ils nous ont tellement fascinés qu'on donnait le nom de ces personnages de films à nos enfants. Alors on va débattre de tout ça, de ces effets de mode et puis de ces Africains, comme je vous le disais, qui décident de se rebaptiser avec des prénoms africains. Lasconi Gomboulou, je sais que c'est votre nom, mais abrégé. Tout d'abord, bonjour Madame. Bonjour, merci. Bonjour à Monsieur Gourovitch et bonjour à mon aîné Dumbi Fakoli. Bonjour également à vos auditeurs. Alors moi, je m'appelle pas Gomboulou, je m'appelle Ngomboulou Yasangi Yamina Bantou, qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Donc c'est un nom d'origine Congo. Je m'inscris dans une démarche de totale rupture parce que je pars du principe que tout colonialisme, toute colonisation est raciste. Lorsqu'on quitte son pays avec la prétention d'aller civiliser les autres, c'est une démarche tout à fait raciste. Parce que avant d'aller civiliser les autres, il faudra déjà faire l'inventaire de son histoire, de s'assurer si on est civilisé ou pas. Voilà ce que j'avais à dire en premier temps. Dumbi Fakoli, votre nom veut dire quoi? Votre prénom veut dire quoi? Enfin, tout ça veut dire quoi? Bonjour Eugénie, oui. Bonjour tous les invités, bonjour le technicien. Dumbi, en fait, c'est le diminutif de Doumbia. Doumbia, c'est mon nom de famille. Ça veut dire ceux de l'obscurité. Ça veut dire les initiés. Et Fakoli, c'est la contraction de Fa et de Koli. Fa, c'est le nom d'un aigle, un aigle impérial. Et Koli, Fa, c'est le nom, ça veut dire père ou grand-père. Et Koli, c'est le nom d'un aigle impérial. Donc, la contraction fait Fakoli. En fait, c'est pas un prénom, c'est un titre. C'est un titre que l'on attribue à ceux qui ont posé des actes importants. Bon, je l'ai usurpé parce que je n'avais rien fait encore avant de le prendre, mais c'est un nom qui me plaît. Vous l'avez usurpé. Est-ce que ce sont des noms, pour vos 2 cas, ce sont des noms qu'on vous a donnés, que vos parents vous ont donnés à la naissance, ou alors ce sont des noms que vous avez pris par la suite? Pour ce qui me concerne, c'est un nom, c'est pas un nom que mes parents m'ont donné à ma naissance. Mes parents sont d'origine, sont plutôt de confession musulmane, donc ils m'ont automatiquement donné un nom musulman que j'ai rejeté. Parce que je considère tous les noms étrangers comme des noms d'esclaves. Ça ne nous représente pas, ça n'a rien à voir avec notre histoire. Par le nom, l'importance du nom est fondamental. On va en parler tout à l'heure. Aussi bien sur le plan profane que sur le plan ésotérique. Donc j'ai rejeté ce nom et je me suis approprié un nom africain. Avant même de connaître la signification de Fakoli, je me le suis approprié. C'est par la suite que j'ai découvert lorsque j'ai écrit un livre sur lui. Et pour vous, Lasconi? Alors moi, en ce qui me concerne, mes parents, effectivement, comme ceux de Dumbi, ont hérité d'une religion, d'une confession religieuse coloniale, donc ils sont chrétiens. Et ils m'ont donc donné un prénom catholique en se référant au calendrier par rapport au jour de ma naissance. Et je suis donc un produit même de l'Église. C'est une institution que j'ai servi pendant 16 ans. J'ai même eu l'ambition d'être prêtre, mais c'est au fur et à mesure, à force d'écumer des ouvrages historiques, que j'ai fini par comprendre que c'était une institution qui avait contribué à la destruction culturelle de l'Afrique. Et pour stopper l'hémorragie, je me suis débarrassé de mon prénom catholique.
Voilà. Alors on note que Doumbi Fakoli produit beaucoup d'ouvrages et le dernier c'est la Bible en procès. On y reviendra sûrement. Marceline Doisy, merci d'être avec nous au téléphone. J'aimerais que vous nous parliez très rapidement, parce qu'on va arriver au journal et puis à la publicité, de ce livre. Oui, la diversité des prénoms originaux du siècle. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, c'est la diversité des prénoms originaux du siècle. C'est des prénoms qui sortent des dérivés de noms hébreux, africains, latins et un peu tout. Et puis il y a une création personnelle que j'ai inventée souvent. Ah, vous inventez des prénoms en fait. Voilà, j'invente d'autres en me mélangeant avec toutes les origines, quoi. Donc c'est un livre qui s'adresse aux futures mamans qui veulent donner des noms, enfin des prénoms à leurs enfants. Hein. C'est ça. Alors je vois Ibani, Ibran, Idrilia, Idrissia, Iliams. On en reparle dans quelques instants. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. D'accord, merci beaucoup. Alors pourquoi porter des prénoms africains, des noms africains? Tout à l'heure, Lasconi Ngombulu a dit son nom, il est assez kilométrique. Doumbi Fakoli, je vous pose également la même question. Et j'irai même pas 4 chemins. Vous dites que porter des prénoms chrétiens ou musulmans, c'est nier votre identité de noir. Pourtant, je vous vois arriver en studio, vous êtes habillé à l'occidental, hein, en costume, cravate. Doumbi Fakoli, vous avez un pull en mohair, une veste également. Vous parlez français. Est-ce que c'est pas être jusque-boutiste? Et voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur Lasconi? Oui. Moi, je pars du principe que l'identité ne se négocie pas. On est africain ou on l'est pas. Le vêtement, c'est le matériel, c'est l'avoir. Le nom, c'est l'être. Mais la langue? La langue, je parle ma langue, je pense dans ma langue maternelle, oui. Je prie dans ma langue maternelle, je réfléchis dans ma langue maternelle. Je pense que parler d'autres langues n'est pas un défaut. Le contraire, c'est un avantage que de s'ouvrir. Moi, je parle personnellement une dizaine de langues. Donc, si j'ai les capacités de parler plusieurs langues, je ne vois pas pourquoi je ne me le permettrai pas. Cela ne m'empêche pas de rester africain. Moi, je ne rejette pas du tout ce qui est occidental ou ce qui peut venir de l'Orient. Je pense que les cultures se valent. Dans chaque culture, il y a des éléments positifs qu'il faut prendre. Mais simplement, moi, je cultive le goût de l'originalité. Il y a un proverbe congo qui dit que le cafard a beau se saupoudrer, cela n'empêche pas le coq de le repérer. Une façon de dire que on a beau se déguiser, on se fait toujours repérer. Si on doit être la proie d'un racisme, on le sera. Parce que comment dirais-je, le type physique est là pour dire ce que vous êtes. Voilà. Doumbi Fakoli, votre démarche va beaucoup plus loin que cela, puisque vous estimez que porter un prénom et même un nom, ce n'est pas quelque chose de banal en fait. Oui, tout à fait. J'ai commencé par dire d'abord, je vais apporter des précisions. Vous savez, dans une civilisation, il y a 2 catégories de valeurs. Les valeurs immatérielles, morales, techniques, religieuses, et les valeurs techniques et matérielles. Les valeurs immatérielles, morales, techniques, scientifiques déterminent la personnalité d'un individu, donc d'un peuple. C'est à partir de ces morales-là qu'un peuple conçoit son bien-être social sur le plan matériel. Donc porter des vêtements européens ne veut rien dire. Ce qui est significatif, c'est ce qui fait bouger notre âme, notre être intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. Et par ailleurs, il fait froid. On ne peut pas s'habiller en tenue africaine. Mais quand moi je suis en Afrique, je suis beaucoup plus souvent en tenue africaine qu'en tenue européenne. C'est clair. Cela étant, pourquoi le nom est important? Le nom n'est pas seulement un instrument d'identification. Le nom, il permet à une personne de s'identifier par rapport à un peuple. Par exemple, Fakoli, Akissi, Ayuba, renvoie automatiquement à l'Afrique, non en Asie, ni en Europe, ni chez les pays sémites. On sait automatiquement c'est un Africain. Et un nom africain connecte une personne à la branche du peuple africain qui est en Afrique. Et connaît l'histoire, véhicule l'histoire de ce peuple-là. C'est pour ça que le nom est important sur le plan profane. Et sur le plan ésotérique, c'est plus profond encore, parce que le nom met en contact avec toute la chaîne des ancêtres qui ont porté ce nom-là. Donc le nom met en contact avec le monde invisible. Et chacun sait que le monde invisible... D'accord. Quand vous portiez ce prénom musulman, comment vous vous sentiez? Vous n'étiez pas en connexion avec vos ancêtres? Mais ce nom musulman,
aucun de mes ancêtres ne l'a porté. C'est un nom qui ne veut rien dire pour moi. Si j'évoque Moïse, si on m'appelle Moussa par exemple, ou on m'appelle François, on m'appelle Mohamed, mais Mohamed ne me connaît pas, il ne connaît pas mes ancêtres, il n'a aucun descendant qui est issu de son sang. Donc ceux qui portent ce nom-là évoquent aussi longtemps que possible. Ils évoquent ces noms, mais sans en retirer les bénéfices, parce qu'au contraire, ils renforcent ces noms-là. Énergétiquement, ils nourrissent ces noms, et ces noms servent ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Aucun père de famille digne de son nom ne va se détruire les enfants pour servir les enfants d'autrui. Il sert d'abord ses enfants. Donc les Mohamed, les Moïse, les Joseph, etc. servent d'abord ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Il y a quand même donc un prénom chrétien ou musulman et puis à côté un nom africain. Donc, mais c'est le nom africain qu'il faut garder, pas le nom chrétien musulman. Il faut garder le nom africain. Oui. Là, on est à la connexion. Il y a le prénom et puis il y a le nom. Tous les Africains portent leur nom d'Africain. Je crois tous. Mais le problème, c'est même pas ça, Eugénie. C'est que le problème, c'est le prénom qu'on utilise plus souvent que le nom. Oui. Tous les jours, c'est le prénom qu'on prononce, rarement le nom de famille. Donc c'est la raison pour laquelle c'est dangereux de porter un prénom qui n'est pas un prénom africain. Parce que vous rompez, vous n'avez pas de lien avec vos ancêtres. Et tout le monde sait que le monde physique et le monde invisible sont intimement liés. Ils ne sont pas dissociables. Tout ce qui a une répercussion ici se voit de l'autre côté. Marceline Doisy, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez écrit un livre qui présente donc des prénoms hors du commun, qui sortent de l'ordinaire, vous les mélangez, les malaxez pour créer de nouveaux prénoms. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec le monsieur. C'est mon avis personnel. Je suis pas d'accord parce que le nom, c'est vrai. Bon, on a des noms, des noms de famille, mais on a aussi des prénoms. Un prénom, c'est comme un chien qu'on achète. Quand vous achetez un chien, vous lui donnez, il a un nom déjà parce qu'il s'appelle chien. C'est son nom de nature, c'est naturel. Mais par contre, on lui donne quand même un prénom pour pouvoir l'appeler, l'identifier. Voilà. Pour qu'on puisse t'identifier, il faut qu'on te donne un prénom. Moi, je pense. Parce que le nom est déjà là et on n'a pas besoin de le répéter. On a tous des noms dans le monde entier, que ce soit en Afrique ou en Europe. On a tous des noms. Après, on ajoute des prénoms. Je vais prendre Alphonse au téléphone. Oui, bonjour madame. Bonjour Alphonse. Et bonjour la vérité. Oui. Moi, il y a un problème aussi qui me heurte beaucoup par rapport à parfois les intellectuels, soi-disant les intellectuels. Ces gens-là aujourd'hui, ils refutent l'idée d'être français, que le colonialisme n'a rien donné. Mais moi, je pense que quand on a dit le colonialisme est un mal nécessaire, c'est vrai, c'est une vérité. Parce que aujourd'hui, vous de Gabon et nous du Sénégal, on aurait pu s'entendre comment? Hein? Oui. On aurait pu s'entendre comment? Donc, aujourd'hui, ces gens-là, ils sont là. On a dit que l'Europe, ils nous ont colonisés, c'est un fait. Maintenant, après la colonisation, ces gens-là, soi-disant, c'est les intellectuels, ils écrivent des livres, ils viennent se réfugier à Paris. On leur dit de rentrer chez eux, mais allez voir chez eux comment ils vivent. Car hier, on a parlé, déjà, le sujet d'hier, c'est un parallèle d'aujourd'hui. Voilà, les gens aiment le noir, aime le grand signe. C'est leur richesse, ils les exposent. Et ça, on ne le nie pas. Le noir, il copie. Le modèle de noir, c'est le modèle d'un blanc. Et aujourd'hui, maintenant, les gens là, ils disent, non, on n'est pas là. Alors, j'étais d'accord avec lui, c'est vrai. Aujourd'hui, les noirs, avant la colonisation, après les indépendances, les gens sont partis, les blancs sont partis, ils nous ont laissé les hôpitaux et tout ça, mais ils sont dégradés, les dispensaires n'existent plus. Vous n'avez pas des seringues pour faire des figures à quelqu'un. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, c'est vrai que cette radio va quand même nous amener à des polémiques. Où tout le temps, on est comme c'est décomplexé. Tout le temps parler, le blanc, on n'a rien fait, on aurait fait ci, on aurait fait ça. Même si vous allez dans les pygmées, comme ça a été dit par le précédent auditeur, il nous aurait donné, est-ce que de Dakar, moi, aller chercher ses connaissances, ils m'auraient soigné, qu'on a découvert des choses. Mais aujourd'hui, on a voyagé, l'avion existe. Je suis désolé, c'est quand même grave des fois, des accusations gratuites, ça sert à rien. Madame Eugénie, il faudrait essayer de freiner les gens et donner le temps aux gens. Chacun, par exemple, vous m'accordez 5 minutes, vous dites c'est 5 minutes, bon ben la personne, il disparaît
du micro, c'est pas la peine des fois de dire des choses ridicules. C'est pas parce qu'on est intellectuel. Alphonse, vous ne m'apprendrez pas à faire mon métier, s'il vous plaît. Non, pas du tout, voilà. Donc, voilà. D'accord. Mais je suis désolé quand même que ces gens-là puissent quand même à chaque fois apporter leur discours. Attendez, ne dites pas ces gens-là, puisque ces gens-là peuvent aussi vous traiter de ces gens-là. On a le droit d'avoir des opinions contraires, voilà. Et puis votre temps est passé, Alphonse. Merci beaucoup. Monsieur Diabaté. Oui, bonjour, madame Eugénie. Bonjour à tout le monde, tous les auditeurs et ceux qui sont sur le plateau aussi. Moi, j'appelle pour dire que les gens qui se plaignent en disant que les invités, ce qu'ils disent, c'est pas normal ou bien ceci. Moi, je les invite à aller voir le livre de monsieur Agamaka Bazamaka. C'est tout ce que je peux leur dire, quoi. Là, comme ça, ils vont se référer à leur histoire pour savoir qui ils sont vraiment. Merci beaucoup. Merci, monsieur Diabaté. Oui. Alors, qu'est-ce qui souhaite réagir au propos d'Alphonse Dombi Fakoli? Oui, j'espère qu'Alphonse est encore là. Je pense qu'Alphonse fait partie de ces Africains qui pensent que l'histoire de l'Afrique a commencé soit au moment de l'esclavage, soit alors au moment de la colonisation. Donc, ils ne savent pas ce qui s'est passé avant, comment les Africains vivaient avant. Je rappelle à Alphonse que pendant l'esclavage, les Occidentaux, quand ils sont venus, ils ne se sont pas contentés de prendre tout ce qui leur tombait sous la main. Ils ont choisi les meilleurs garçons, ils ont choisi les meilleures filles, au nombre de jusqu'à 200 millions et des gens tout à fait sains de corps et d'esprit. Ça veut dire que chez nous, nos ancêtres savaient soigner leurs enfants. Ça veut dire qu'ils savaient les entretenir, les nourrir convenablement et les soigner convenablement. La colonisation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déstructuré tout cela. La France, toute l'Europe était nettement en retard par rapport à l'Afrique au moment de la colonisation, dans tous les domaines. Et je rappellerai à Alphonse également que donc avant l'esclavage, avant la colonisation, les Africains faisaient des migrations, les Africains allaient et venaient. Et je le rappelle également qu'il y a des régions où il y avait des langues d'empire. Tous les peuples parlaient leur langue, mais il y avait une langue qui était une langue d'empire que tout le monde utilisait pour communiquer entre eux. Donc je rappelle une dernière fois, pour terminer avec Alphonse, qu'une langue est un instrument d'aliénation. Quand vous parlez une langue, vous vous appropriez les mots que véhicule cette langue-là. Parce qu'aucune langue n'a jamais été en panne de mots pour créer un mot, une réalité qui ne vit pas. Donc si vous appropriez une langue étrangère, automatiquement vous faites vôtre les réalités que cette langue-là véhicule. Mais qu'est-ce que vous faites de la création? Parce que les langues évoluent aussi. Les Africains, et personne ne me contredira, ont apporté leur vision du monde à travers cette langue française. Oui, mais parce que justement on nous a bloqué, on a empêché l'Africain de développer sa propre langue. Donc on a empêché. Vous pensez qu'aujourd'hui on nous empêche toujours de développer une langue africaine? Non, parce que c'est l'aliénation qui fait qu'à partir du moment où nos dirigeants, eux, n'éprouvent pas cette nécessité-là, c'est difficile de le faire. Certains le font en privé. Certains jeunes, d'ailleurs, ici, essaient même de se réapproprier la langue égyptienne, qui est la première langue, notre langue, qui peut unifier tout le monde. Mais ce que je veux dire, les Africains, vous verrez qu'il y a entre les Africains, les écrivains africains, il y a peut-être plusieurs tendances. Il y a des Africains, quand vous prenez leur livre, même s'il est écrit en français, en anglais, vous sentez automatiquement que c'est un Africain qui l'écrit. Alors ça n'a peut-être rien à voir, mais je veux quand même reprendre les propos d'Alphonse, et nous sommes là pour discuter. Vous êtes un intellectuel, comme semble-t-il, et vous dites que l'Occident n'a rien à apporter à l'Afrique. Pourtant, aujourd'hui, en 2009, beaucoup de ces intellectuels qui pourfendent l'action colonisatrice, eh bien, ils se retrouvent en Europe, enfin en France, en Occident, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Madame Djeki, j'aimerais tout simplement d'abord dire, avant de répondre à votre question, qu'il faut laisser les ignorants parfois mourir de leur propre mort, parce que le processus de lobotomisation dont parle le docteur François Non, dans Peau noire et masque blanc, le nègre a tellement été atteint qu'il est parfois impossible de le soigner. C'est une maladie incurable. Donc je dis simplement à Alphonse que je ne peux pas faire grand-chose pour lui, pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas fait grand-chose pour connaître son histoire. Il y a des vestiges qui, en Afrique, témoignent de la grandeur de l'Afrique. Des villes existent. Il faut voir. Il y a des lithographies. Il y a ce qu'on appelle... D'accord, je suis d'accord, mais vous êtes ici. Moi, je suis ici pour la bonne et simple raison. J'ai un dictateur dans mon pays qui m'empêche de vivre. Et je ne souhaite pas mourir. Et donc, si on souhaite mon suicide, dans ces cas, on peut toujours me rapatrier chez moi. Le Congo n'a rien envié à la France. C'est un pays qui est producteur de pétrole, qui a toutes les matières
nécessaires pour vivre tranquillement. Dans un pays comme le Congo qui est vert, d'ailleurs le Gabon, le vôtre, ce sont des pays, même l'être le plus bête pourrait se nourrir. Il suffit qu'il cueille. Donc le problème pour nous, ce n'est pas le fait ce n'est pas tant la misère ou les conditions économiques de mon pays en ce qui me concerne qui m'ont fait fuir, mais ce sont les conditions de liberté. Tant qu'on n'est pas libre, on ne peut pas s'épanouir. On va y revenir tout à l'heure après la plage de publicité, plage ou page, c'est selon, et je donnerai la parole à Jean-Paul Gourovitch. Sur Africa numéro 1, les matins de génie, 107.5. Alors, beaucoup de réactions pendant que la publicité passait. Jean-Paul Gourovitch, qu'est-ce que vous disiez à mes invités? Qu'est-ce que vous disiez? Alors, je crois que dans ce qu'a dit Dumbi Fakonyi, il y a quelque chose de très juste. C'est que l'histoire, elle n'a pas commencé au moment de la traite des Noirs, ni au moment de la colonisation. Il y a une histoire de l'Afrique qui existe depuis très longtemps, qui a préexisté à l'arrivée des Occidentaux et qui a même préexisté à l'arrivée des Arabes, puisque avant la traite occidentale, il y a eu la traite arabo-islamique. Bon. Donc ça, c'est un point sur lequel il a tout à fait raison. Alors, il y a un deuxième point qui m'inspirait un petit peu par rapport à la discussion qu'on a eue sur les prénoms. C'est vrai qu'on constate une réafricanisation des prénoms qui se fait non seulement en Afrique, mais qui se fait aussi en France. Et moi, je trouve que c'est très bien d'une certaine façon parce que c'est à la fois afficher une identité et, comme on l'a très bien dit tout à l'heure, retrouver la chaîne des ancêtres. Alors, il y a en même temps une petite difficulté. La difficulté, elle relève des discriminations dont les Africains sont parfois victimes au niveau du travail. Parce que vous savez qu'en France, on regarde les curriculum vitae, on regarde les prénoms, on regarde les noms et on regarde les territoires. Et quelqu'un qui porte un nom africain, un prénom africain et qui vient des Tarterets à Corbeil-Essonnes ou des Francs-Moisins à Saint-Denis, eh ben il a beaucoup moins de chances, effectivement, aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits pour lutter contre les discriminations, il a beaucoup moins de chances de trouver du travail. Monsieur Lasconi, qu'est-ce que vous répondez? Moi, je pense que on ne peut pas usurper une identité. Oui, mais attendez, il y a une époque où nos parents, quand ils venaient faire des études ici, ils francisaient leur nom, enfin, pour passer, pour que ce soit plus facile. Ce sont là des leur posait pas de problème, ce sont là, Madame Djeki, des complexes qui nous ont été légués par la colonisation, parce que les Africains sont convaincus jusqu'à aujourd'hui, en 2009, que porter un prénom africain, c'est porter un fardeau. Dès lors qu'on a mis ça dans sa tête, on a du mal après à changer. C'est comme un ordinateur. Une fois qu'il est programmé, tout se fait systématiquement. Je pense que tout part de l'éducation. Le prénom ou le nom influe sur l'enfant. Si vous appelez votre enfant Sundiata, que vous lui expliquez qui a été Sundiata, je pense que il aura une certaine conduite. Le véritable problème, c'est que nous voulons vivre avec des cultures d'emprunt. Je vous donne l'exemple du Japon. Le Japon est la première puissance technologique au monde et la deuxième puissance économique. Les Japonais sont les peuples les plus traditionnalistes au monde. Hein? C'est pas parce que la modernité n'est pas incompatible avec sa culture, avec ses origines. Moi, je ne rejette pas en bloc tout ce que l'Occident peut apporter à l'Afrique. Ce n'est pas cela le débat. Le débat, c'est un problème d'identité. Pourquoi est-ce que quand les Européens vont vivre en Afrique, ne changent-ils pas les prénoms? Et ça fait 400 ans, ceux qui vivent en Afrique du Sud, ça fait 400 ans, 500 ans qu'ils y sont. Ils portent des prénoms européens. Les Afrikaners ne portent pas des prénoms africains. Ils s'appellent De Klerk, ils s'appellent Terre Blanche, ils s'appellent, je sais pas moi. Ils assument leur identité. Pourquoi est-ce que l'Africain devrait renoncer à sa culture au bénéfice d'autres cultures? C'est incroyable. Et pour terminer, lorsque Alphonse dit que à l'époque, lui, il est du Sénégal, s'il n'y avait pas eu la colonisation, mais en Afrique, il existe des langues véhiculaires. Oui. Le Lingala est parlé par plus de 80 millions d'habitants. Le Yoruba, pareil. Prenons par exemple le Poulard, donc le Peul. Ça se parle de pratiquement tout l'Ouest africain. Si vous prenez par exemple le Bambara, enfin ce qu'on appelle le Bamana à la base, vous allez au Burkina Faso, ça s'appelle le Djoula ou en Côte d'Ivoire, mais c'est la même langue. Donc les peuples ont toujours communiqué. Et surtout que les Africains ont cette capacité de parler plusieurs langues. Donc la langue, ce n'est pas un obstacle. Est-ce que les Suédois et les Napolitains communiquent dans la même langue? Ne soyons pas injustes avec l'Afrique. Monsieur Kouba, au téléphone, s'il m'entend. Monsieur Kouba, bonjour, je vous écoute. Bonjour, Madame Djeki. Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec les invités qui sont là par rapport au nom qu'on donne à nos enfants. Moi, je suis un exemple. Je m'appelle Kouba Zadi Nazéré. Oui. Nazéré, c'est le diminutif de Nazéré. Ça veut dire c'est la moustache rouge du dragon. Et il faut savoir que les noms que nous portons, effectivement, ont une influence sur nous, comme l'a dit l'un de vos invités. Et donc, il est très important de pouvoir effectivement s'identifier à ce genre de choses pour montrer notre africanité. Maintenant, tout à l'heure, maintenant, l'aspect pratique, c'est que si vous déposez votre CV avec un nom aussi kilométrique, excusez-moi. J'allais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est Kouba Zadi Nazéré. Et comme l'a dit l'un de vos invités, il faudrait que le prénom africain soit un prénom utilisé usuel. C'est vraiment important. Parce que le problème de franciser les noms, mais quand vous francisez votre nom, que vous déposez votre curriculum vitae, mais après, qu'est-ce qui se passe? Vous allez croiser les personnes. Quand vous allez arriver, vous n'allez pas franciser votre visage. Il est là, le gros nez au milieu du visage. Voilà. La peau noire, elle est là, partout. Donc, un prénom francisé, pour moi, c'est un alibi de valeur ville, quelque part. Et je prends l'exemple sur, effectivement, les Asiatiques. Parlons de tenue vestimentaire. Mais les Asiatiques, quand ils viennent négocier avec les États ici, ils sont habillés en costume cravate. Mais ils ont leur religion qu'ils respectent. Donc le vêtement, c'est pour respecter l'autre qui est en face de nous. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on porte une veste, une cravate, nous sommes des déracinés. Je dis non. L'enracinement se fait à partir du nom. Et l'influence du nom est très importante. Moi, mon premier garçon, je l'ai appelé Lekenyon. Lekenyon, c'est la richesse. Ma fille, je l'ai appelée Diolo. Diolo, c'est le bonheur. Mais je vous assure que ces noms-là, en force de les répéter, ça va avoir une influence sur eux. Ce que je désire va arriver. Voilà la réalité. Même les Français face à leurs camarades en classe, comment ça se passe? Mais ils acceptent bien cela. Ils les appellent les Kenyans, ils les appellent Diolo, et ça passe très bien. Ça passe très bien. Mais je voudrais dire quelque chose de très très important. Les Français, avant, ils avaient les noms romains. Pourquoi ils ont commencé à s'appeler de la verdure, Monsieur Cochon, Monsieur Pincette, ainsi de suite? Parce que quelque part, ils ne voulaient plus être sous la coupole des Romains. Voilà la réalité. Jean-Paul Korovitch, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis pas très bien placé pour répondre sur ce plan-là. Je crois que effectivement le prénom est un marqueur d'identité, que cette identité, comme ça a été très bien dit, elle ne peut pas être usurpée parce qu'à un moment ou à un autre, quand il y aura un contact direct, on va bien voir qui est la personne. Donc je pense que le respect de l'identité, non seulement par celui qui la prend, mais par l'autre, c'est quelque chose d'important. Ça reste quand même en France, en Europe et plus généralement dans le monde occidental quelque chose de difficile encore à faire accepter. Pas tellement sur le plan de l'éducation où je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais sur le plan du travail et de l'emploi où effectivement l'identité véhicule pour un certain nombre d'employeurs des connotations qui sont souvent négatives. Aliou, vous êtes là? Oui, je suis là, Eugénie, bonjour. Bonjour, Aliou. Excusez-moi, je m'interviens, c'est parce que votre débat est très très important. Voilà, ce qui concerne tous les noms de famille, les prénoms, c'est quelque chose de très très important chez nous, en Afrique, même si certains parmi nous ont des prénoms français. Mais le plus important déjà, c'est le nom de la famille. Par exemple, moi je suis originaire de la Guinée-Bissau, où les colons ont tellement imposé leur nom de famille à la Guinée. Voilà pourquoi maintenant, quand on entend le nom de Mélodie Gomis ici en France, ça c'est des gens de mon ethnie, de Manjac, qui viennent de la Guinée-Bissau et qui sont là, comme Sénégalais, je peux le dire, et qui ont tous le nom de Mendy Gomis. Les Mendy Gomis n'existent pas chez nous. Et chaque fois qu'il y a un Mendy Gomis qui se fait arrêter par un policier, le policier lui demandait, vous connaissez un Mendy Gomis? Le gars lui dit, non, je ne le connais pas. Parce qu'ils mettent tous les Mendy Gomis comme si c'était de la même famille. Or que c'est pas vrai. Ils sont pas du tout de la même famille. Je vais vous faire un exemple. J'ai un enfant, j'ai un fils en 93, que j'ai donné le prénom de mon grand-père, qui est Mansambo.
À la suite, j'ai des amis qui se permettaient de se moquer de ce prénom. Je les ai dit, écoutez, vous appelez Marie, Gomis, Jean, Mendy, ils avaient tous des noms, Mendy, Gomis et des prénoms français. Je les ai dit, moi je m'appelle Aliou Tchala. Entre vous et moi, c'est qui est déraciné? C'est moi ou c'est vous? Le plus respectueux, c'est qui se fait respecter chez nous? C'est moi ou c'est vous? Je les ai dit, écoutez, arrêtez. Si jamais j'avais prénommé mon fils, le nom de Michael Jackson, vous allez dire c'est un joli prénom. Et je les ai dit, déjà, c'est un prénom de mon grand-père que j'ai donné à mon fils. Donc, le plus déraciné entre nous, c'est vous, c'est pas moi. Mais c'est vrai, Eugénie, c'est très important que les Africains sachent que le nom a une très grande valeur. Merci Aliou. Merci Aliou. Il y a beaucoup de réactions. Je vous comprends, mais il faut savoir que si je m'appelle Aliou, je peux avoir un cousin que je ne connais pas. S'il entend le nom de Aliou Tchala, il va savoir que je suis de sa famille. Et les Mendigomis, ils ne savent pas de telle et de telle famille. Bon, ok, il y a du monde, je vous comprends. Merci Aliou. Je vous remercie. Cheikh. Oui, bonjour Eugénie. Bonjour Cheikh. Et bonjour à vos trois invités. Oui. Voilà. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Alphonse doit comprendre qu'on n'est pas contre l'Occident ou contre le monde asiatique, bref, contre les autres. C'est-à-dire qu'on veut être nous-mêmes, tout en prenant comme font les autres, en prenant le meilleur de ce qu'il y a chez les autres. Vous voyez? Donc on ne veut pas rejeter notre culture. Les autres peuvent le faire, mais nous, on ne peut pas le faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, un arabe ou un chinois ou un français ne va jamais appeler son enfant Kwame ou je ne sais quoi. Vous voyez? Parce qu'eux-mêmes, ils ne rejettent pas leur culture. Mais par contre, ils vont en Afrique, ils vont en Asie prendre ce qui pousse bien là-bas, que ce soit des richesses matérielles ou des connaissances intellectuelles. On en a parlé un peu avant, vous en avez parlé un peu avant, concernant par exemple les pygmées qui ont une connaissance en matière médicale, etc. Vous voyez? Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Oui. C'est-à-dire que dans notre démarche, il n'y a pas un rejet de l'autre, il n'y a pas un rejet. On veut être nous-mêmes, des êtres originaux, tout en, comment dirais-je, en allant en contact avec les autres. Bref. La première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir, c'est que moi-même, j'ai élaboré un calendrier qui n'est fait uniquement que de prénoms africains, avec leur signification. Donc j'en ai fait un peu partout la promotion sur Paris. Et je voulais prendre la parole aussi pour dire qu'il y avait ce calendrier-là qui existait et qui... Où est-ce qu'on peut le trouver? Qui va dans ce sens-là, celui de mettre en valeur la culture africaine, mais ce n'est absolument pas un rejet. D'ailleurs, avant de vous dire où est-ce qu'on peut le trouver, la meilleure réponse que moi j'ai trouvé lorsqu'on nous dit mais si le français n'existait pas, comment on ferait pour communiquer, eh bien, il me semble que c'est Aimé Césaire qui a donné une bonne réponse. Si on n'avait pas été colonisé, si les Français ne nous avaient pas, comment dirais-je, agressés d'une certaine manière, on aurait été des êtres à qui on n'aurait pas essayé d'enlever leur dignité et leur culture, vous voyez. Voilà. Et pour pour voir le calendrier, avoir le calendrier, il suffit juste de me contacter par l'adresse email suivante, le calendrier des prénoms @hotmail.com. Donc le calendrier des prénoms, le tout attaché, @hotmail.com. Voilà, c'est dit. Je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir. Alors tout ça c'est très bien. On va imaginer, on va rêver comme Martin Luther King. On imagine que tous les Africains, toutes les Africaines décident de se rebaptiser, de porter des prénoms et des noms africains. Tout ça va changer quoi concernant les questions cruciales que sont le développement de l'Afrique, la place de l'Afrique. Autrement dit, ça sert à quoi de porter un prénom et un nom africain si à l'intérieur on ne change pas, si on continue à avoir les mêmes comportements qui nous conduisent droit face au mur. Enfin, regardez la situation en Afrique, Monsieur Lasconi. Madame Djeki, j'aimerais tout d'abord vous dire une chose. Je trouve qu'il est injuste. Par exemple, vous avez évoqué un sujet très important. Vous dites que c'est pas pratique, par exemple, à l'école. Moi, j'avais une prof au collège il y a 26 ans environ qui s'appelait Madame Destopotopoulos. On avait tellement du mal. Elle était d'origine grecque. Et vous trouverez beaucoup de noms grecs comme cela.
on avait tellement du mal à prononcer ce nom qu'on a dû négocier l'abréviation. Au point où tous on l'appelait Madame Despo. Il y a des noms en France comme Vercingétorix. Moi j'ai du mal à le prononcer. Schwarzenegger. Il y a pratiquement toutes les lettres de l'alphabet dedans. On ne fait pas le procès à ces gens-là. Dès qu'il s'agit de l'Africain, hop, on fait assimiler cela de la sauvagerie. Je pense qu'il y a un véritable problème d'aliénation. Et tout simplement c'est un problème d'aliénation. Le problème ce n'est pas de changer. L'Afrique a été colonisée. Pourquoi est-ce que les Allemands ne sont pas restés en France? Pourquoi est-ce que les Français les ont chassés? Parce que les Français étaient jaloux de leur culture. Ils voulaient rester eux-mêmes. Je pense que il est mieux, il est préférable d'être un être authentique et d'être une mauvaise copie. Je regrette que dans un pays comme le Zaïre de Mobutu, la seule initiative bonne qu'il a pu prendre, c'est d'avoir au moins essayé d'apporter cette authenticité. Malheureusement, après sa mort, mes frères d'en face se sont vite débarrassés et réappropriés les prénoms coloniaux. Mais tout cela fait partie de la lobotomisation. Le Togo aussi l'a fait avec Eyadema, le Tchad avec Ngarata Tombolbaï. Malheureusement, ces chefs d'État n'étaient pas modèles, donc ils ont un peu galvaudé ce concept, ce que je trouve dommage. Oui, moi je voudrais seulement rappeler l'évidence. De tous les peuples au monde, seul le peuple africain se trouve dans la situation catastrophique où il se trouve. Seul le peuple africain. Les Asiatiques n'ont pas été esclavagisés, mais ils ont subi une colonisation pure et dure comme l'Afrique, même sur une durée beaucoup plus longue. Aujourd'hui, ils font même peur à l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés eux-mêmes. Il y a bien sûr quelques Asiatiques qui ont des noms chrétiens ou peut-être musulmans, mais la grande majorité a des noms asiatiques. Donc si l'Africain se réapproprie ses propres noms, porter un nom déjà, ça vous pousse à savoir quelle est la personne dont vous portez le nom. Ça vous pousse à vous identifier à cette personne-là. Donc ça vous connecte à votre histoire. Mais un Africain qui porte un nom étranger, un nom arabe, il est déconnecté de son histoire, il est projeté vers l'Arabie, il ne s'intéresse plus qu'à l'histoire. Il ne s'intéresse plus. Alors je vous fais juge et témoin puisque vous êtes quelque part historien. On va prendre le cas de Shaka Zulu. Bon, un roi africain, n'est-ce pas? On a vu comment il a terminé. Pourtant, c'était normal qu'il reconquiert son territoire, qu'il existe. Mais on a vu comment il a sombré dans une espèce de folie, de barbarie. Alors, est-ce que il suffit de porter un prénom, un nom authentiquement africain pour dire je suis capable de mener mon peuple vers une bonne gouvernance? Je vais terminer mon raisonnement. Lorsque vous avez un Africain qui porte le nom de Ousmane ou le nom de François, il n'a plus rien à voir avec son pays. Il prend comme modèle des étrangers. Donc c'est quelqu'un qui est coupé de son avenir. Il n'a plus confiance en lui. Il attend toujours de l'autre qui vient l'aider. C'est la situation de l'Afrique à l'heure actuelle. Tchaka, c'est un cas isolé, mais il y a eu d'autres grands personnages africains qui ont réagi de ce fantastique. Il ne faut pas prendre seulement le cas de Tchaka. On prend un autre cas alors. On peut prendre le cas de Sundiata. Oui. On peut prendre le cas de Yaa Asantewaa au Ghana, qui a repoussé les Anglais. Les Ashantis ont repoussé. Et si on remonte plus loin, on peut prendre le cas des Taharka. On peut prendre le cas d'Hatshepsut. On peut prendre tous ces cas-là. Tchaka, c'est un cas isolé, c'est pas la peine de le prendre. Mais de toute façon, ce qui est évident, c'est que vous avez toute l'Afrique qui se réapproprie son nom. Tout le monde va s'identifier aux personnes dont elle porte le nom. Tout le monde va avoir le même comportement que ces personnes-là et reste connecté avec son histoire. C'est que ces gens-là n'ont eu besoin de personne pour mener l'Afrique. Donc, lui n'a besoin de personne pour mener l'Afrique. Et c'est ça la véritable réalité. Donc, on se désaliène. On fait la rupture totale avec ces gens-là. Parce qu'aussi longtemps qu'on sera à leur remorque, effectivement, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Et c'est normal, d'ailleurs, c'est de bonne guerre. Ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique se tire d'affaire. Prenez le Portugal, qui a été la première grande puissance mondiale à l'époque. Qu'est-ce que le Portugal maintenant? Le Portugal est devenu le pays le plus arriéré d'Europe parce qu'elle a perdu toutes ses colonies en Afrique. La France, ce sera pareil si la France perdait ses colonies en Afrique. Et si les Africains se réapproprient le authentique nom, se comportent comme leurs ancêtres, mais c'est fini, l'Afrique va se tirer d'affaire. Parce que je vous ai dit, ce sont les valeurs spirituelles, les valeurs morales qui fondent la personnalité d'un individu. Donc, qui lui donnent la confiance en lui. Une fois que ce peuple a confiance en lui, mais il peut réaliser tous les miracles possibles. Il n'y a pas de miracle qui puisse lui résulter. Jean-Paul Gorevitch, qu'est-ce que vous répondez? Je ne suis pas sûr que le prénom suffise à permettre aux lions de sortir de leur tanière et de marquer leur territoire. Mais il y a quelque chose dans ce que vous dites qui me paraît tout à fait exact, c'est que il faut réapprendre l'histoire des empires africains et notamment essayer de comprendre comment ces empires qui étaient très puissants
se sont effondrés parfois comme des châteaux de cartes. Et moi, j'ai pas mal travaillé avec des chercheurs africains et on s'aperçoit à ce moment-là que certains de ces empires fonctionnaient un peu comme des nomenclaturas. C'est-à-dire qu'il y avait un chef, qu'autour du chef il y avait une cour, mais que la liaison entre le chef et la cour d'un côté et la population de l'autre n'était pas une liaison organique. Non, et je crois désolé, franchement, là, vous allez complètement à côté. Ce n'est absolument pas vrai ce que vous dites. Bah, écoutez, ce sont les historiens africains qui le disent, ça n'est pas moi. Regardez ce que dit Daniel Etunga Manguel, qui parle de l'ajustement culturel de l'Afrique. Il parle pas d'ajustement structurel, mais d'ajustement culturel. Et il dit que les Africains, et pas seulement les Africains, que les Occidentaux relisent l'histoire de l'Afrique, qui relisent l'histoire de l'Afrique avant leur propre arrivée, ils comprendront un certain nombre de choses. C'est pas moi qui dis ça, ce sont les historiens africains. Alors, j'aimerais rebondir à ce que M. Gourevit vient de dire. J'aimerais simplement vous dire que n'est pas historien africain celui qui a été formé à la Sorbonne ou à Oxford. Ceux-là sont des Africains qui ont été formés avec des outils occidentaux. Donc, une fois encore, nous rentrons dans un processus de formatage. Ne sont pas forcément des historiens africains. Les historiens africains, ce sont les génies. C'est pas les outils à mettre en cause, c'est plutôt les regards, l'interprétation, parce que les outils. Il parle d'aliénation. Oui, attendez. Les outils, je prends un couteau, on l'utilise mal ou on l'utilise bien, mais c'est la personne qui prend le couteau qui dit il faut dépecer quelqu'un ou tuer quelqu'un ou protéger quelqu'un. Les outils en tant que tels, les outils scientifiques, non, mais c'est l'interprétation peut-être. L'une des choses qui me pose problème avec les historiens occidentaux en général, c'est qu'ils n'ont qu'une possibilité, ils n'ont qu'une source. Ce sont les bibliothèques occidentales. Alors que nous sommes issus d'une culture orale dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Nous avons les djélis qui sont là, qui vivent de la mémoire. Ceux-là se transmettent la mémoire de père en fille, de mère en fille. Ce sont là aussi des sources fiables dont il faut peut-être de temps en temps gratter pour pouvoir. Je peux dire que la mémoire, on peut s'y fier, on peut ne pas s'y fier. Les écrits aussi, on est au même niveau. On est au même niveau. Tout ce qui est couché noir sur blanc n'est pas forcément la vérité. Tout ce qu'un djéli dit n'est pas forcément également la vérité. S'ils sont 10 à le dire, mais s'il y a 10 historiens africains qui disent la même chose, même nourris de la culture occidentale, on peut dire que c'est la vérité. Madame Djeki, la différence entre les djélis et les historiens, c'est que si vous prenez par exemple l'épopée de Soundiata Keïta ou la charte du Mandé, vous verrez que les djélis de Gambie, les djélis de Mauritanie, les djélis du Niger, les djélis du Mali, ceux qui sont en pays, nous font notamment vers le Burkina Faso, disent la même chose. Et pourtant, ils ne sont pas forcément du même pays, ils ne sont pas sortis de la même école. Mais tandis que les historiens africains qui sont sortis de la Sorbonne ou je ne sais quelle autre université occidentale sont plus ou moins formés dans le même moule. Je prendrai, Jean-Paul Gourevit. Il n'y a pas que des historiens africains formés selon le moule occidental. Les historiens africains formés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce sont des historiens africains. Alors, ce sur quoi vous avez peut-être raison, c'est qu'il y a peut-être un formatage. C'est qu'il y a peut-être des outils intellectuels qui ont fabriqué une certaine conception de l'histoire. Mais ne disons pas que tous les historiens africains sortent des universités occidentales, parce que ça serait injuste pour justement les historiens africains qui sont en Afrique. Oui, pour répondre très rapidement à ce que vous aviez dit là tout à l'heure, comme quoi il y avait une rupture entre le roi et la cour, moi je vous fais savoir que tout le monde est d'accord en Afrique jusqu'à aujourd'hui que le rituel concernant le roi était si contraignant que malgré les avantages, vraiment, il valait mieux ne pas être roi. Oui, bon, il y avait de bons rois et de mauvais rois aussi, quand même, comme partout. On va y revenir. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission, comment nos rois géraient leur royaume. Demain, nous allons recevoir, passez-moi l'expression, une blanche. En fait, une blanche, mais qui est camerounaise, Claude Njike Bergeret. C'est la veuve du roi Njike de Banganté au Cameroun, qui a publié un livre, qui viendra nous en parler demain, Agit d'un seul cœur.
Voilà un ouvrage qui est un témoignage. Et puis, dans la question d'actualité, nous recevons des candidats africains aux élections présidentielles en Afrique. Donc, si vous souhaitez y participer, si vous êtes candidat à une élection présidentielle dans votre pays, contactez-moi donc par mon adresse mail eugeniedieki@africa1.com et puis le téléphone 01 55 07 58 00. Je prends un dernier auditeur, Alpha. Vous m'entendez? Très rapidement, Alpha. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Dieki. Très rapidement, puisque l'émission est pratiquement finissante. Donc, je voulais simplement rappeler, en guise de contribution, l'expérience qui est très actuelle et très historique de Obama. Tout simplement, s'il avait raisonné comme certains d'entre nous en disant tout simplement que son nom et son patronyme d'origine africaine, héritage socio-culturel du Kenya, lui aurait barré la route de la Maison Blanche, je pense qu'il n'en serait pas là. Voyez-vous, Obama restera un apport essentiel dans l'histoire et de l'Afrique et de l'Amérique et de l'humanité, puisqu'on verra quelque part un nom d'origine africaine parmi les 45, 46, 47, 50... Et il est associé d'ailleurs à un autre nom musulman, Barack Hussein Obama, il s'appelle, hein? Oui, qui est mis entre parenthèses pour ne pas fâcher l'électorat. Bien entendu. Mais l'apport historique et stratégique de Obama et de Barack en eux-mêmes disent largement tout ce que on pourrait écrire. Ce que m'inspire vos propos, Alpha, c'est que bon, on peut porter un nom africain, mais encore faut-il le mériter. C'est-à-dire, il faut concorder il faut mériter de porter ce nom-là. Hein. Il suffit pas de dire je porte le nom d'un ancêtre glorieux qui a fait de bonnes choses. Il faut également l'incarner. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire pour conclure. Parfaitement, mais vous avez bien conclu, tout à fait. Mais dans le cas de Obama, je pense que le résultat qu'il a obtenu en 2008 vaut largement la tentative qu'il a effectivement élaborée en gardant ce nom-là, puisqu'on lui a conseillé de l'abandonner. Mais il a refusé, mais il n'a pas pour autant échoué. Tout à fait. Je vous remercie, Alpha. Je vous en prie, Madame Dieki. Alors, je sais que vous avez envie de vous exprimer, c'est pas évident. Je voudrais bien, moi, tenir une demi-journée avec vous, mais il faut aussi laisser la place aux autres. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, Jean-Paul Gourevitch. Merci à Lasconi, Ngombulu et à Dombi Fakoli. À demain, même heure, même fréquence. Bonne journée à tous. Africa numéro 1 107.5